partenariat public-privé d'Antigua et Barbuda. Et nous allons maintenant entendre une allocution de son Excellence Sitiveni Ligamama Rabuka, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du service civil et des entreprises publiques et de l'information de la République de Fidji. Je demande le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you. Madam President of the United Nations. Je vous remercie. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs les dirigeants, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je félicite Son Excellence Annalena Baerbock pour son accession à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Vous êtes seulement la 5e femme à être élue à ce poste au cours des 80 dernières années. Madame la Présidente, les Fidji réitèrent leur soutien de longue date au multilatéralisme et au rôle que joue l'ordre international fondé sur des règles pour les intérêts des petits États. Cette année, les Fidji commémorent 55 ans d'indépendance et se joignent aux États membres pour faire le bilan des 80 ans qui se sont écoulés depuis la création des Nations unies. 8 ans après son indépendance, les Fidji se sont portés volontaires pour contribuer à l'effort de maintien de la paix en fournissant des troupes. Notre engagement est inébranlable et nous continuons d'être le plus grand contributeur par habitant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis plus de 4 décennies et demie. Notre foi dans les principes de la Charte des Nations unies est inébranlable. Le défi le plus crucial auquel sont confrontées les nations de la région Pacifique est de trouver un cadre solide qui influence la concurrence stratégique entre les grandes puissances afin de parvenir à une région multipolaire, stable, où règne la paix. Nous sommes un lien direct entre les océans du Pacifique et l'océan Indien et c'est pourquoi je fais également référence à la zone stratégique Indo-Pacifique. Excellence, lorsque je me suis adressé à cette Assemblée en septembre 2023, j'ai présenté le concept d'océan de paix comme la contribution du Pacifique à l'ordre mondial. Les troubles qui agitent chacune de nos régions et la communauté internationale ont été le thème commun des déclarations des dirigeants du monde cette semaine. La question qui se pose est la suivante. Que devons-nous faire? La vision du Pacifique comme océan de paix est ancrée dans les nobles valeurs du respect mutuel, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique. Elle incarne l'essence même de notre engagement en faveur de la paix et de l'unité. Ces valeurs sont issues du mode de vie propre au Pacifique, qui est au cœur de notre identité en tant que peuple du Pacifique. J'ai l'honneur d'annoncer que les dirigeants des nations du Pacifique lors d'une réunion des dirigeants qui s'est tenue il y a 2 semaines, ont adopté la déclaration sur l'océan de paix. Et ce, sous la présidence du Premier ministre des îles Salomon, l'honorable Jérémie Amanele, le jeudi 11 de ce mois. Ce faisant, les dirigeants du Pacifique ont déclaré et revendiqué le droit de nos peuples à la paix. Le concept de paix vient du plus profond de notre foi
en Dieu, Dieu de paix et de justice, qui trouve son expression dans notre propre Pacific Way. Le terme Pacific Way a été inventé par le Premier ministre des Fidji, Ratu Sir Kamise Mara, dans son premier discours prononcé dans cette salle en 1970, pour décrire les mesures calmes, conciliantes et ordonnées vers l'indépendance, mesures prises par les États insulaires du Pacifique. Au cœur de cette façon de penser, au cœur du Pacific Way, se trouve le respect, le leadership discret et la réconciliation. Ce n'est pas un hasard si le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies est intitulé « Règlement pacifique des différends », des articles 33 à 38. Ce concept s'inscrit donc parfaitement dans le thème de cette année. Meilleur ensemble, 80 ans de plus pour la paix, le développement et les droits humains. Si nous voulons être meilleurs ensemble, nous devons garantir la paix partout. La paix, c'est l'absence de peur. La paix, c'est le point de départ, c'est ce qui nous permet de maintenir la cohésion et c'est l'objectif final. Le Pacifique connaît la valeur de la paix car nous avons vécu les horreurs de son absence. Notre océan, cette ère diverse et dynamique, a été le théâtre de 2 guerres mondiales et le terrain d'essai des armes les plus dangereuses au monde. Leurs effets se font encore sentir aujourd'hui. Nous espérons que la déclaration de l'océan de paix sera considérée comme la plateforme qui stimulera l'évolution de l'engagement de longue date de notre région en faveur de la paix et de la prospérité. Beaucoup a été dit ici sur les conflits des 80 dernières années, y compris ceux qui font rage aujourd'hui. J'appelle à une réflexion équilibrée. Nous examinons comment ces conflits ont commencé, par qui, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou ailleurs. Quel est le motif de ceux qui ont déclenché ces guerres? Qu'ont-ils fait pour tenter d'y mettre fin, le cas échéant? Notre approche pour une solution est-elle fondée sur l'histoire, sur la vérité, sur l'équité? Madame la Présidente, nous ne pouvons pas parler de mettre fin à la guerre sans garantir à Israël son droit à une existence pacifique, ni l'existence pacifique du peuple ukrainien. Pour la paix, nous avons collectivement la responsabilité de veiller à ce que cela soit fait. Tout manquement à ces objectifs serait de notre part hypocrite. Pour construire la paix et la maintenir au cours des 80 prochaines années, nous devons avant tout être sincères. Notre objectif doit être la dignité des peuples. De tous les côtés d'un conflit, nous ne pouvons pas nous montrer sélectifs lorsqu'il s'agit de la vérité. Faire aux autres ce que nous voulons qu'ils nous fassent est une nécessité si nous voulons que la paix et une paix durable fassent partie du nouvel ordre mondial au cours des 80 prochaines années. Ne pas y parvenir pourrait être une raison pour laquelle les Nations Unies ne fonctionnent pas à leur plein potentiel. Excellence, une paix durable ne se construit ni du jour au lendemain, ni par un seul acteur. Le passage d'une paix froide à une paix chaude exige de la foi, du courage et une forte volonté. Le coût de la construction de la paix est généralement élevé, mais le coût de son absence l'est encore plus. Si nous voulons réaliser pleinement les promesses énoncées dans la Charte des Nations Unies, nous devons nous attaquer aux causes profondes de l'instabilité avec le même sentiment d'urgence que nous traitons les conséquences. Cela doit commencer par la vérité, sa compréhension, son acceptation. Aussi difficile que cela puisse être. Sans vérité, nos paroles sont vides de sens et nos efforts détruisent
les résultats même que nous appelons de nos voeux. L'histoire joue un rôle important dans notre quête de la paix. Nous devons la poursuivre du bon côté de l'histoire. Il ne s'agit pas là d'observations abstraites. Elle s'appuie sur l'expérience de 45 ans des Fidji dans le domaine du maintien de la paix internationale, où j'ai moi-même été soldat de la paix. Cela est souligné par les principes de l'océan de paix qui vise à promouvoir la paix, comme nous l'avons fait depuis la Deuxième Guerre mondiale et en particulier au cours des 4 dernières décennies dans la région du Moyen-Orient. Nos engagements diplomatiques s'appuient sur ces principes. Dans le cadre de l'océan de paix, les Fidji considèrent qu'il est de leur responsabilité de promouvoir la paix au sein et au nom de la région du Pacifique. Une responsabilité que je ne prends pas à la légère en tant que Premier ministre de mon pays. Dans le cadre de notre politique étrangère, le régionalisme du Pacifique et la famille d'abord, les Fidji se tiennent aux côtés de nos membres du Pacifique. Nous savons qu'une paix durable n'est possible qu'avec la prospérité. La priorité des Fidji, c'est le développement et mon gouvernement accorde toute son attention à la réduction de la pauvreté. Une façon d'aider les économies en développement consiste à ouvrir les marchés à nos produits. Cela rétablit et maintient la dignité des nations. Ensemble, la paix et le développement sont indispensables à la réalisation des droits humains des peuples. Par ailleurs, la paix et la prospérité pour nos peuples impliquent de s'attaquer à la définition élargie de la sécurité en accordant une place importante au changement climatique. Les Fidji, comme d'autres petits États insulaires en développement, sont confrontés à des menaces climatiques inquiétantes et disproportionnées, alors qu'ils ne représentent qu'une fraction négligeable des émissions. Ceux qui en sont responsables doivent en assumer les conséquences. La science est claire. Le puissant groupe des G20 est responsable de 80% des émissions. Je les exhorte à prendre les devants, conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives compte tenu des différentes situations nationales. À l'approche de la COP 30, j'espère que le monde redoublera d'efforts et que les membres s'accorderont sur les points d'intérêt communs. En suspens, les Fidji soutiennent fermement la candidature de l'Australie pour accueillir la COP 31 en tant que COP du Pacifique. We need a loss and damage fund. Nous avons besoin d'un fonds pour les pertes et préjudices à la hauteur du défi et les pays développés doivent tenir leurs promesses en matière de financement de l'adaptation. Nous continuons à récompenser les pollueurs qui ont détruit notre planète. L'industrie des combustibles fossiles continue d'empocher des profits énormes et des subventions colossales, tandis que les citoyens ordinaires, eux, supportent les coûts des catastrophes climatiques, de l'augmentation des primes d'assurance à la perte de leurs moyens de subsistance. Nous insistons pour que les subventions et les investissements dans les combustibles fossiles soient remplacés par une transition énergétique juste en fixant un prix sur le carbone et pour que des sources de financement innovantes soient mises en œuvre, notamment des taxes de solidarité sur l'extraction des combustibles fossiles, et ce par le biais de mécanismes juridiquement contraignants. Madame la Présidente, l'avis consultatif de la CIJ sur les changements climatiques de juillet 2025 l'affirme. Les pays responsables des dommages causés par les changements climatiques doivent en supporter l'intégralité des coûts. Certains atolls du Pacifique se situent 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est profondément injuste que lorsque des catastrophes surviennent, les coûts de la reconstruction obligent ces pays à s'endetter, ce qui constitue une double sanction pour une situation dont ils ne sont pas responsables. En tant que signataires de l'accord de Paris,
nous contribuons à hauteur de notre juste part à l'effort mondial visant à orienter notre développement vers une économie à faible intensité de carbone. Et dans le cadre de notre régionalisme pacifique axé sur la famille, les Fidji se tiennent aux côtés de leurs voisins insulaires du Pacifique. Certaines de nos petites communautés insulaires luttent pour rester au-dessus du niveau de la mer. La communauté internationale peine à maintenir ses engagements pour que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5 degré Celsius. Aujourd'hui, mon gouvernement étudie les moyens d'accueillir ces communautés insulaires s'il n'est pas possible pour elles de rester sur leurs îles. La dignité des personnes contraintes de quitter leur foyer est fondamentale. Et cela commence par une définition juridique. À ce jour, elles sont simplement qualifiées de personnes déplacées. Dans le Pacifique, où 90% des terres sont détenues en commun, les personnes déplacées se retrouveront sans terre avant de devenir apatrides, ce qui les privera encore davantage de leur dignité. Dans cette situation, les Fidji sont confrontés à la réalité de la souveraineté dans la souveraineté et dans tous ses détails. La bonne volonté, le temps et les ressources sont essentiels. Il s'agit d'un travail complexe, délicat et coûteux. Nous créons un précédent. Nous n'avons aucune marge d'erreur car nous avons affaire à des vies réelles dont les répercussions peuvent aggraver les tensions existantes. Excellence, l'une des principales victimes de la crise climatique est l'océan lui-même. Les Fidji dépendent de la santé et de la richesse de l'océan. Nous devons redoubler d'efforts pour utiliser et gérer de manière durable nos ressources océaniques, lutter contre la pollution plastique, préserver la biodiversité et protéger les espèces menacées. La ratification par les Fidji de l'accord BBNJ cette année est intentionnelle, délibérée. Nous devons protéger nos ressources océaniques conformément aux conclusions de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui s'est tenue à Nice. Un changement indispensable est également nécessaire pour faire face à la part toujours croissante des stocks de poissons exploités au-delà des niveaux durables dans nos zones économiques exclusives et en haute mer. Les subventions sont un facteur bien connu de surpêche et de surcapacité. Les Fidji s'attaquent non seulement activement à la pêche INN, mais ont également déposé leur instrument de ratification auprès de l'OMC afin de contribuer à la lutte contre cette menace émergente. Le traité sur les plastiques est un objectif urgent que notre communauté mondiale ne peut attendre pour atteindre. À cet égard, le financement est essentiel. La 4e conférence sur le développement à Séville et son compromis de Séville constitue un jalon important. Le système de financement actuel désavantage systématiquement les PID en raison de processus complexes et de longues procédures d'approbation, alors que nos communautés sont confrontées quotidiennement au ravage des changements climatiques. Des réformes sont nécessaires dès maintenant pour combler le fossé qui s'élargit et atteint aujourd'hui 4 000 milliards de dollars. En tant que petite économie, nous avons besoin de modalités d'accès direct au financement, de procédures simplifiées et de guichets de financement spécifiques au PID. Les coûts d'adaptation par habitant sont plus élevés pour les nations insulaires. Cela doit changer pour adapter cela à notre réalité. Tous ces éléments sont présentés dans le programme d'Antigua et Barbuda pour les PID. Dans 2 ans après son adoption, il est essentiel que ce programme soit accéléré avec la mise en œuvre de son cadre de suivi et d'évaluation. Excellence, il convient d'adopter l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle afin de compléter les critères du PIB
par habitant pour déterminer l'éligibilité de l'aide au développement. Nous avons toujours défendu cet indice en raison de sa pertinence directe pour surmonter l'aveuglement institutionnel qui a longtemps ignoré la réalité de nos circonstances uniques et nos vulnérabilités structurelles. L'IMV fournit une évaluation plus complète et plus précise de nos besoins en matière de développement en intégrant des facteurs tels que la fragilité environnementale, la vulnérabilité économique et les contraintes structurelles que les mesures traditionnelles basées sur le revenu négligent. Pour les Fidji, comme pour les autres PID, la mise en œuvre de cet indice est une question de justice en matière de développement. Il s'agit de garantir que les mécanismes d'aide internationaux reconnaissent nos vulnérabilités inhérentes et fournissent une assistance appropriée, quel que soit le niveau de revenu par habitant. Nous appelons la communauté internationale à donner la priorité à la mise en œuvre rapide de cet indice, car celui-ci est un outil essentiel pour garantir qu'aucun PID ne soit laissé pour compte en raison de classifications de revenus trompeuses qui masquent nos véritables défis en matière de développement. Excellence, alors que nous célébrons le 80e anniversaire des Nations Unies et discutons de la réforme de l'ONU, les Fidji notent que l'ONU reste un partenaire indispensable pour le développement des PID du Pacifique. Nos défis uniques nécessitent un soutien spécialisé que seul le système des Nations Unies peut fournir. Il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre une forte présence des Nations Unies et une efficacité opérationnelle qui reflète les priorités des PID du Pacifique. De notre côté, les Fidji finalisent les dispositions pour la construction d'une maison des Nations Unies qui serait une plateforme fonctionnelle pour le travail de l'ONU. Excellence, Fidji mène à bien une réforme constitutionnelle. Une décision de la Cour suprême a ouvert la voie à l'examen de notre Constitution. Ce processus garantit que la volonté de la population se reflètera de manière fidèle dans un cadre constitutionnel révisé qui incarnera les valeurs de bonne gouvernance et de justice. Notre approche donne la priorité aux droits humains, à la participation démocratique, tout en consolidant les fondations institutionnelles nécessaires à une démocratie durable. The political journey has been marked by periods of instability, with the need for healing and progress, a truth and reconciliation. Nous avons connu des périodes d'instabilité. Pour penser ces plaies et avancer, une commission vérité et réconciliation a été créée afin de permettre à toutes les voix d'être entendues, notamment de celles des victimes des troubles passés. Cette commission représente notre volonté d'affronter notre histoire, d'y faire face, de favoriser le dialogue entre les communautés, de bâtir des sociétés plus soudées. Bien que nous progressions dans cette voie, nous restons aussi attachés à la paix internationale, à la stabilité, aux valeurs qui nous unissent en tant que membres de la communauté internationale. Et nous félicitons les pays qui ont déjà traversé ce chemin. Ceux qui ne l'ont pas encore fait devraient leur emboîter le pas. Excellence, Fidji connaît également une montée de la criminalité transnationale organisée. Le trafic de drogue exploite nos zones maritimes vastes qui s'étendent sur 1,3 million de kilomètres carrés. Cette crise menace notre sécurité nationale et le tissu social fidjien tout en mettant à rude épreuve nos capacités limitées. Notre approche doit donc être globale, doit conjuguer l'application des lois, donc la répression d'un côté et le soutien à la santé mentale, les programmes de réintégration dans les communautés et les soins tenant compte des traumatismes pour les personnes concernées. Fidji espère travailler avec tous ses partenaires face aux problèmes de trafic de drogue pour démanteler l'offre, réduire la demande et aider les individus et communautés concernés à guérir et à se réinsérer dans la société. En réponse à
la multitude de problèmes auxquels est confronté aujourd'hui mon pays après 16 années de pouvoir autocratique et compte tenu des responsabilités associées à notre qualité de hub régional, il faut une façon structurée de gérer les questions sécuritaires. Fidji a lancé sa stratégie nationale pour la sécurité en juin dernier, ce qui a été publié dans la foulée de notre première doctrine de politique étrangère, notre premier livre blanc et d'un document sur la vision nationale. Cette stratégie sert de cadre pour préserver les intérêts nationaux de Fidji en matière de sécurité dans un environnement de plus en plus complexe. En outre, la stratégie renforce les principes du régionalisme dans la stratégie du Pacifique pour 2050 et favorise la prospérité, le respect des droits humains et la coopération avec les partenaires. Nous avons aussi un problème de maladies non transmissibles, un des principaux défis en matière de santé publique de ces dernières années. Notre stratégie est compatible avec les ODD 3 et 4, avec une promotion de mode de vie sain, un accès aux soins de qualité et une augmentation des effectifs de santé. Nous favorisons également les partenariats publics et privés pour mobiliser l'innovation, les compétences et les ressources et réduire la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles d'un tiers d'ici à 2030. Une approche privilégiant la santé est nécessaire pour la croissance nationale et la résilience. Nous en sommes convaincus. Pour une petite économie comme la nôtre, il faut que tout le monde se mobilise. Fidji reconnaît l'importance de la diaspora et de son potentiel. 300 000 Fidjiens au total dans le monde. Les transferts d'espèces ont dépassé $1 milliard en 2024. Il faut optimiser ces capacités grâce à un cadre stratégique adéquat pour renforcer l'engagement de la diaspora et sa participation au développement national. Je pense que la distance ne les rend pas moins responsables. Ce sont des citoyens comme tous les autres et leur réseau et leurs compétences ne peuvent que nous aider à accélérer la croissance et notre portée mondiale. Nous nous félicitons de la convocation de ce deuxième sommet mondial qui se tiendra à Doha en novembre 2025. C'est une instance utile pour répondre aux problèmes sociaux les plus urgents qui touchent de manière disproportionnée les PUD et le Sud global. C'est l'occasion de renouveler notre engagement collectif pour que le progrès social demeure au cœur de nos efforts de développement. Excellence, nous sommes à la croisée des chemins. Fidji appelle tous les États membres, tous, à faire preuve d'engagement pour que les valeurs que nous incarnons soient préservées. C'est un moment décisif. Nous ne pouvons pas faire de compromis en matière de vérité, d'amour, d'équité, de justice. Ce que nous espérons, c'est que la paix sur la terre prévale. Notre sagesse doit être protégée. Nous ne devons pas continuer à payer le prix fort parce que nous choisissons de renoncer aux valeurs des Nations Unies. Il faut agir avec un sentiment d'urgence et avec ambition, car c'est ce que réclame l'histoire aujourd'hui. Notre humanité commune dépend de ce courage d'agir comme un seul homme. C'est dans ces valeurs que nous croyons. Et c'est à vos côtés que nous nous tenons aujourd'hui. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le ministre, son Excellence, le ministre des Finances de Fidji. Et je donne maintenant la parole au Premier ministre.